Très bien. Eh bien, écoutez, bonne soirée, bonjour à tous. Je vous souhaite une très belle année 2024. Beaucoup de projets autour du drone. Le précédent webinaire et l'actuel webinaire, qui sont des webinaires accès métier, montrent la diversité des applications. Le but est de le montrer, démontrer, développer, et notamment à travers la communication de la FPDC. Donc, un grand merci à Jacqueline, animatrice de ces webinaires, avec Jamil Assi, avec l'aide de Francis Matteau. Donc, une belle équipe pour une série de webinaires indispensables à nous tous et qui est l'occasion de voir toutes les compétences et de s'apporter mutuellement du savoir et du savoir-faire. Au niveau de l'année à venir, une date à retenir qui est très proche, notre Assemblée générale qui va avoir lieu le 29 février 2024. 29 février, donc vous pouvez le noter. Elle va avoir lieu à Marseille. Va être en dehors des aspects, on va dire, légaux habituels d'une Assemblée générale, va porter sur une actualité de la réglementation qui nous concerne et avec les enjeux que vous connaissez bien, notamment concernant les scénarios et les problématiques de formation qui nous occupent beaucoup en ce moment. Et il y aura également un autre volet, accès métier également, concernant le drone marin et maritime. Donc avec des témoignages et également des démonstrations, puisque notre lieu de réunion sera au bord de la mer, en l'occurrence, puisqu'on sera à Marseille et on pourra faire une mise à l'eau et une démonstration. Voilà, donc je vous souhaite, je remercie évidemment nos valeureux intervenants. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Francis ou Jacqueline. Je vous laisse voir qui doit intervenir. Oui, bonjour à tous. Je suis désolée, il y a des petits problèmes dans les liens. Bonne année à tous en tout cas. Meilleurs vœux pour vous et vos proches et que voilà, que vous ayez à la santé et que vos projets se réalisent. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Francis. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Eh bien, moi, en qualité de trésorier, je me réjouis, d'abord, bonne année à tous, et je me réjouis de voir que vont participer ou sont prévus participer à ce webinaire les représentants de toutes nos activités FPDC, à la fois des gens de l'extérieur, qui soient le bienvenu, des organismes de formation. Nous avons également des délégués régions, nous avons des opérateurs membres de la FPDC, et nous avons aussi des stagiaires 2023 qui font leur première arrivée parmi nous, qu'ils soient les bienvenus. Voilà, donc je me réjouis que tous vous puissiez vous rassembler pour assister à des présentations, des webinaires et au service de la FPDC. Bonne année à tous, merci. Si Stéphane est là, voilà, je te cherchais. Je crois que c'est toi non, c'est Olivier qui commence, pardon, excusez-moi. Olivier, je te donne la parole. Ouais, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Olivier, avec mon collègue, mon associé à côté, Laurent. Donc, nous, on est Objectif Drone à Argelès. Donc, moi, j'interviens modestement sur la réglementation, parce que bon, je ne sais pas si je suis un grand spécialiste. On connaît quand même un peu depuis un certain temps, puisqu'on est organisme de formation. Donc, sur la partie réglementation pure du drone, et puis Laurent interviendra plus sur la partie réglementation liée aux produits. Concernant le drone, en fait, l'intervention va être assez simple, puisque la réglementation n'est pas particulière, que ce soit pour de la prise de vue ou pour toute autre mission que pour de la formation, que pour de la pulvérisation, puisqu'à la base, il faut que le drone soit en état de pouvoir faire la mission dans le lieu où il doit la faire. Donc, si on reprend les mêmes scénarios que les scénarios français, S1, S2, S3,
Donc, je pense que pour tout le monde, le sujet est quand même bien connu. S1 hors agglo, S2 hors agglo, mais à plus de 1000 mètres, plus qu'à 1000 mètres, et S3 pour pouvoir voler en agglomération ou à proximité de personnes. Donc là, ça revient au même. C'est vrai que la plupart du temps, les missions, alors si on parle d'épandage agricole, on est plus sur des missions de type S1. Si on parle de missions désinsectisation, on peut être sur du S1, mais aussi en agglo, puisque vous avez des nids de frelons, notamment, ou des nids de guêpes qui peuvent être évidemment en agglomération. D'ailleurs, par expérience, je sais que nos clients utilisent le drone pour la désinsectisation bien plus souvent en agglo que hors agglomération. Dans ce cadre-là, vous devez avoir un drone avec une attestation de conception. En règle générale, ce sont des drones qui font plus de 2 kg. Si on avait des drones de plus de moins de 2 kg, on n'aurait pas besoin d'attestation de conception délivrée par la DSAC. Et puisque ce sont des drones qui font plus de 2 kg, on a l'obligation d'avoir cette attestation de conception qui reste encore valable malgré la nouvelle réglementation européenne jusqu'à fin 2025, si les drones ont été attestés avant la fin de l'année 2023. Les clients, les utilisateurs qui sont sur ces machines de type S3, eux aussi peuvent les utiliser sans difficulté, sous réserve qu'ils aient été déclarés comme exploitants avant fin 2023. Enfin, ça, c'est la réglementation, on va dire, générale. Pour ceux qui vont vouloir démarrer aujourd'hui sans avoir été déjà déclarés comme exploitants avant fin 2023, là, il va leur falloir des drones, effectivement, a priori, là aussi, puisque plus de 2 kg aujourd'hui, c'est différent, puisqu'on parle plus de 2 kg, c'est de plus de 4 kg avec le cursus européen. Donc là, pour l'Europe, pour l'instant, il y a peu de drones qui soient des drones spécifiquement faits pour la pulvérisation et qui fassent moins de 4 kg. Bon, nous, on en a un, enfin voilà, on ne va pas parler des cas particuliers, enfin des cas perso. Donc, ça veut dire qu'il vous faut un drone qui soit C5 et C6, puisqu'il faut un drone. Alors, C5, C6, je rappelle rapidement, C5, ça ressemble très fortement à la réglementation S3, puisque ça reprend les éléments en gros. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a quand même, techniquement, il y a des choses qui sont différentes. Et le C6, ça ressemble à ce qu'était le S2, puisque c'est des machines qui sont faites pour aller voler hors vue et qui peuvent être intéressantes pour tout ce qui est plus épandage agricole peut-être que sur les métiers de la désinsectisation où on est quand même en règle générale très proche du drone, ou des nettoyages de bâtiments où on est encore plus près. Voilà, donc sur la réglementation drone, voilà, donc si vous êtes sur des machines déjà homologuées selon la France, vous allez pouvoir bosser avec jusqu'à fin 2025. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra des machines C5, C6. Il n'y en a encore pas beaucoup. Nous, on en a. Il y a Benoît aussi qui est en train qui va en avoir un. Donc voilà, donc ce sont des machines qui vont être en règle avec l'Europe et qui vont vous permettre de voler, sous réserve, évidemment, que vous ayez la capacité de les utiliser. Et là, c'est un petit peu le problème, puisque vous le savez, avec la réglementation européenne, on est censé passer un CATS, qui est différent du CATT. Par contre, le CATS n'étant pas encore disponible en France, ça pose un petit souci, puisque vous pouvez acheter éventuellement maintenant des machines en C5 ou C6, mais vous pouvez a priori pas les utiliser, même pas du tout, puisque vous n'avez pas le cursus européen, donc ni le CATS et ni la formation pratique. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient. Alors après, il y a l'histoire du captif, puisque c'est vrai que souvent, lorsqu'on fait du nettoyage de bâtiments, on est relié par le tuyau de pulvérisation. Donc, la règle, par rapport à la réglementation française, elle est claire. Normalement, enfin, c'est là aussi, c'est pas normalement, c'est comme ça. On ne peut pas considérer que le tuyau de pulvérisation est le système d'attache de lien avec le sol, puisque la réglementation dit qu'il faut un système qui soit indépendant et surtout qui ait la capacité d'encaisser 10 fois le poids du drone. Donc, on est obligé d'avoir un deuxième filin qui est dédié, lui, à la tâche du drone. L'Europe fait la même distinction, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un C5 qui serait captif, ce qui est le cas pour quelques machines, il faut que le drone soit relié expressément par
par un système de filin. Pourquoi avec un sien classé S2 ne pourrait-on pas exploiter? Je n'ai pas vu la suite. Bon, les questions, je pense qu'on les verra plutôt un peu plus tard. Donc voilà, alors, en gros, si j'ai bien compris pourquoi, aujourd'hui, le problème, c'est que si vous voulez, alors si demain, quelqu'un nous sort un drone en C2, depuis le V, pas de souci, hein. Vous pourrez les utiliser et sans même avoir le cursus STS. Mais pour l'instant, bon, je n'en connais pas. Voilà. Sur la partie drone, a priori, j'espère que j'ai été assez clair. L'idée de notre intervention, c'est aussi de parler de la réglementation liée aux produits. Donc, je vais passer la parole à Laurent, qui, lui, est vraiment beaucoup plus spécialisé que moi sur la réglementation elle-même, sur tout ce qui est système de produits. Bonsoir à tous. Alors, au niveau des produits, il n'y a pas vraiment de réglementation, puisqu'on n'est pas sur de l'agricole, sachant que l'épandage aérien, de toute façon, est interdit. Après, c'est des bonnes pratiques. Donc, si on s'en tient à l'agricole, les applications, les pulvérisations agricoles sont interdites au-dessus de 19 km/h, donc ça fait du 5 mètres secondes. Après, voilà, nous, à partir du moment où on va aller sur une toiture, c'est un non-sens d'aller appliquer des produits à partir du moment où il y a du vent, quoi. On va mettre partout. Donc après, moi, je vais vous parler plus des produits. Alors, pour les produits du bâtiment, donc précise qu'à priori, il n'y a pas de réglementation. Pour l'instant, il n'y a pas de. Autant pour tout ce qui est désinsectisation, il faut un certibiocide. Autant pour les produits de démoussage, il n'y a pas de certification. Donc ensuite, au niveau des produits de démoussage, on a plusieurs types de produits. Donc on a des produits à action choc, donc qui sont généralement chlorés et qui nécessitent deux passages sur la toiture. Donc on applique le produit, on attend une demi-heure et on fait un second passage pour faire un rinçage de la toiture et du produit. Ça, c'est le premier type de produit. Après, on a des produits d'action lente. Donc là, en général, c'est de l'ammonium quaternaire. Donc là, on fait un seul passage, une application du produit, et on laisse le temps agir. La météo, en général, donc, il faut de la pluie ou de l'humidité. Voilà. Et en gros, au bout de 5-6 mois, on a la toiture qui est propre. Troisième type de produit, là c'est le mix un peu des deux. Donc c'est des produits action lente avec un booster. Donc là on va élargir le spectre d'action du produit. Donc on va démousser et en même temps on va nettoyer tout ce qui est taches noires dues aux climatisations, aux cheminées, voilà. On va enlever les matières grasses. Et là, depuis quelque temps, il y a un quatrième type de produit à base d'enzymes qui lui aussi est d'action lente et qui donc s'applique en un seul passage et fait le même travail en fait qu'un produit action lente. Voilà. Après, au niveau de l'application, il y a des applications, voilà, à la lance classique qu'on met sous le drone. Il y a pas mal d'applis de lance à haute pression, mais la haute pression, c'est surtout pour rincer en fait plus rapidement les grandes surfaces. Donc voilà pour tout ce qui est de nettoyage par drone. Après, juste un petit aparté pour la désinsectisation. Là, par contre, une grosse partie des produits de désinsectisation nécessitent d'avoir un certibiocide. Voilà. Donc, par exemple, les nids de frelons, les billes insecticides. Les nids de frelons, les chenilles processionnaires, les nids de guêpes, voilà. Toutes ces utilisations de produits, par contre, nécessitent le certibiocide. Voilà. Alors, je précise bien certibiocide et pas certifito, puisque le certifito, lui, concerne plus tout ce qui est produit agricole, et donc, l'épandage agricole étant interdit, pour l'instant, on n'a pas besoin du certifito. Voilà. Ouais, donc par expérience par rapport à nos clients, on a des pays qui interdisent, notamment en Suisse, on a des clients qui sont coincés parce que la Suisse interdit toute pulvérisation. Alors aujourd'hui en France, en Europe, c'est la pulvérisation aérienne, donc l'épandage aérien, donc c'est vrai que ça reste un peu vague comme terme. On est plus sur l'épandage agricole.
J'ai jamais entendu parler de problématique en France pour du nettoyage de bâtiments, parce que, alors, est-ce que c'est de l'épandage, de la pulvérisation? Bon, en tous les cas, pour l'instant, moi, j'ai pas entendu de problème. J'en ai pas entendu non plus sur la Belgique ou l'Espagne. Par contre, la Suisse interdit, a priori, d'après mes infos, interdit la pulvérisation de produits. Alors, liés au drone, a priori, quand on leur pose la question, mais si le mec est au bout d'une échelle, est-ce que c'est interdit aussi? Il semblerait que oui. Hein, donc, alors, ce qui est bizarre, c'est que je sais que j'ai des fournisseurs de produits qui livrent leur matériel, leurs produits avant la frontière en Suisse, et les mecs récupèrent les produits juste avant la frontière pour les faire traverser après discrètement. Donc, il semblerait qu'il y a quand même des pays un peu tendus sur le sujet. Pour l'instant, en France, j'en ai pas entendu parler. Peut-être que mes confrères en ont entendu parler. Moi, je n'en ai pas entendu parler. Je n'ai pas entendu de problématique. Petite précision, tout à l'heure, je disais par rapport aux drones qui ne seraient pas, qui devraient être de classe européenne. C'est vrai que si jamais ils n'ont pas de classe européenne, vous pouvez malgré tout éventuellement imaginer de voler avec, mais il faudra à ce moment-là monter un PDRA ou un SORA, en tous les cas, faire une analyse poussée avec la DSAC pour éventuellement pouvoir faire ce type de mission sans que ces drones soient classés C5, C6. Le plus simple, puisque maintenant c'est le cas, c'est d'acheter un drone C5, C6, à mon avis, parce qu'un PDRA ou un SORA, bon, hein, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça se terminera. Voilà. Bah, je pense que pour nous, on a à peu près fait le tour de la question. Voilà, je ne sais pas après comment on fait, s'il y a des questions. Jacqueline, dis-moi, comment tu veux. Pardon, j'ai coupé le micro. Francis, est-ce que tu veux poser tes questions directement ou tu veux que je te les pose? Je les pose. Ah ben bien volontiers. Oui. La question, c'était sur justement le fait de soulever la ligne de tuyauterie à haute pression. Quel drone minimum, en fait, quelle masse, quelle puissance, d'après vos essais? Nous, on a des. Enfin, là, voilà, chaque constructeur a sa propre façon de voir les choses. Nous, on a des drones plutôt de petite taille, hein, qui sont autour de 4 kg et qui arrivent à porter des tuyaux de pulvérisation, y compris haute pression. C'est des tuyaux spécifiques, hein, ce n'est pas vraiment les tuyaux standards du type Karcher que vous trouvez dans la grande surface. Mais nous, avec un drone qui fait 3,5 kg, on porte 25 mètres sans problème de tuyaux HP, mais bon, voilà, je sais que Benoît a des drones plus gros. Enfin, en tous les cas, voilà, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés par rapport. Après, c'est vrai qu'il y a la puissance du Karcher. C'est sûr que si vous mettez 200 bars dans un drone, il faut qu'il ait la capacité de tenir sa position tout en ayant l'effet réaction. C'est là on voit quand même la magie et le côté extraordinaire de la technologie, qu'aujourd'hui, les compteurs de vol, hein, on utilise tous à peu près les mêmes technologies, sont quand même redoutables. Hein. On peut avoir un léger recul au départ, au moment de l'enclenchement de la pompe de la lance HP, et puis ensuite le drone se stabilise. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'APADAT qui était spécialiste de l'épandage, qui maîtrisait aussi cette manière de pulvériser. Sinon, il y a Benoît qui est peut-être un peu qui connaît bien le sujet pour l'épandage agricole. Oui, éventuellement. Pour la Suisse, je sais qu'il y avait des gens qui étaient en contact avec l'APADAT. Et donc, ça vaut le coup d'échanger des points de vue éventuellement. Oui, bonjour. Donc, je me présente, Benoît Lacaze. Benoît Lacaze, ER Drone, Airvolia. Et donc, comme Olivier, Objectif Drone, on fabrique également des drones de pulvérisation sur la marque Aérotique. Donc, effectivement, par rapport aux drones agricoles, je peux également vous aiguiller. Voilà. Effectivement, il faut savoir que la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en France. Ce qui veut dire que, éventuellement, l'épandage de matières solides de produits phytopharmaceutiques peut être exercé. Du type tout ce qui est mulocide, donc, ou rotondicide. Voilà, pour tout ce qui est les limaces et autres, c'est sous forme de graines qui peuvent être éventuellement on peut les épandre dans les champs avec des drones agricoles. D'accord, ça ne va pas rentrer dans la pulvérisation dans les produits phyto.
Voilà. Parce qu'on parle bien de pulvérisation de matière liquide. Ah oui, intéressant ça. Voilà. Et toi, tu as des infos, toi, sur le fait qu'un jour ou l'autre, l'Europe arrive à se décider sur l'épandage agricole avec les drones Alors non, je n'ai pas plus d'infos. Il y a des bruits de couloir il y a des bruits de couloir. Moi, aujourd'hui, on ne peut rien promettre, on ne peut rien prétendre. C'est un sujet complexe, dans le sens où il y a l'écologie, il y a pas mal de choses. Voilà, le milieu agricole est un secteur qui est quand même pas mal sensible à ce genre d'évolution. Mais je pense qu'il y a quand même bon espoir par rapport à l'agriculture raisonnée. Et l'agriculture de demain, où dans tous les cas, il va falloir produire pour que tout le monde puisse manger. Donc, je pense qu'à un moment donné, le drone ne va pas être vu comme un avion qui fait de l'épandage, où on va pouvoir faire de la pulvérisation ciblée à des endroits où il y a des besoins réels. Surtout qu'on est censé en plus voler beaucoup moins haut, donc pouvoir pulvériser de façon beaucoup plus précise, avec moins de risque de dispersion des produits. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi ils se bloquent autant. Autant un hélico qu'en foutait partout, on pouvait encore comprendre le principe. Autant un drone qui va voler à, je sais pas, à 50 cm au-dessus des cultures va forcément mettre moins de produits avec moins de dispersion. Ah bon, c'est ça, on verra. Voilà. Donc, mais voilà, il faut qu'on arrive à tous à pousser dans le bon sens pour promouvoir notre belle activité du drone dans le milieu agricole. Et voilà, aujourd'hui, pour notre part, beaucoup de machines agricoles partent dans le pays, en Afrique. Et il y a beaucoup de machines de drones au Brésil et autres, où on voit des dizaines de machines faire de la pulvérisation. Et voilà. Après, c'est des questions politiques et autres, où on ne va pas pouvoir entrer dans les détails, mais il faut croiser les doigts pour un bel avenir. Merci à vous deux. Je ne sais pas s'il reste des questions à poser à Olivier, ou Benoît interviendra tout à l'heure de toute façon. Donc, si vous n'avez pas de questions sur le sujet pour Olivier, on va passer la main à Stéphane Pelard pour la formation est-elle nécessaire pour ce type d'activité? Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Bonjour à toutes et tous. Donc, Stéphane Pelard, Drone 37. J'ai un organisme de formation en Touraine. Et puis, je fais de l'entretien aussi sur toiture et façade. Donc, au niveau de la formation, alors c'est vrai que c'est une spécialité Oui, c'est une spécialité qui est très innovante dans le domaine de l'entretien des bâtiments. Il y a une très grosse demande et elle présente de nombreux avantages, comme la sécurité, la précision, la rapidité, la facilité de mise en œuvre et d'exécution. C'est vraiment… et tout ça, ça demande beaucoup de compétences, car cette spécialité, contrairement à d'autres dans le drone, ça nécessite de nombreuses aptitudes. Alors, il y a des aptitudes au pilotage, parce qu'on est quand même sur des machines, quand on est en ville, qui vont jusqu'à 8 kg. Parce qu'on est en S3, pour reprendre un peu de la réglementation en ville, on ne peut pas piloter des drones de plus de 8 kg, donc équipés de parachutes. Et donc là, ça nécessite une bonne maîtrise. Donc, c'est pour cette raison qu'une formation spécialisée dans ce domaine est pour moi nécessaire. Donc, dans la formation, il y a deux côtés. Il peut y avoir le côté pratique et le côté théorique. Donc, au niveau côté pratique, on a un outil, comme je disais tout à l'heure, c'est un équipement de pointe et qui, ça évolue très vite. Tous les mois, les constructeurs comme Benoît, comme Olivier, comme d'autres, toutes les sociétés qui en font également, c'était vraiment un équipement de pointe. Et pour l'instant, il se pilote. Et donc, on peut imaginer dans un futur proche que tout ça sera automatisé.
Alors, je parle surtout au niveau des bâtiments, hein, avec l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, ça se pilote et donc ça demande vraiment une aptitude particulière. Donc au niveau de l'enseignement, donc il y a des enseignements de base de pilotage, hein, qu'on apprend sur ce type de drone. Et il faut absolument augmenter les compétences du télépilote et surtout des techniques de pulvérisation spécifiques sur ce type de bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, là, j'ai mis une petite… je ne sais pas si on voit derrière la petite vidéo, là. Donc, on est quand même assez proche, hein, assez proche de la toiture. On est pour une pulvérisation efficace et précise. On est très proche de la toiture. Ça évite d'en mettre un peu partout. Et puis de mettre la quantité de produits nécessaires. Et quand on est à cette distance-là, bah, non seulement il faut une formation, mais ça ne suffit pas. Il faut également un entraînement assez important, quoi. Donc c'est pas le tout. Moi, je me souviens à mes tout débuts, je me suis entraîné 6 mois avant d'aller chez mon premier client. Faut être très vigilant. On n'oublie pas que ce sont des drones. Quand ils tombent, ça peut faire très mal, hein, que ce soit au niveau de la toiture ou quand on est en ville, quand ça tombe, parce que malheureusement ça tombe quand même. Ça fait des dégâts. Donc, au niveau réglementaire, faut bien faire attention. Et donc, je disais, oui, la formation, l'entraînement, et puis après, il y a l'expérience. Hein, parce qu'évidemment, on ne va pas sur des petits châteaux comme ça, ou comme je vous ai montré, sur des châteaux comme on voit derrière, là, où là, c'est assez technique. Et donc là, on n'y va pas le premier jour en sortant de formation. Hein. Il faut une certaine habitude. Une certaine habitude pour attaquer ce genre de chantier, ou se faire aider. Parce que on voit que dans le drone, il y a quand même une grosse entraide. Et c'est vrai que c'est assez, c'est assez agréable. Et donc, il y a non seulement les drones, et puis après, il y a les outils qu'on met sur le drone. Là, comme on peut voir derrière, là, sont des outils, par exemple, qui génèrent de la mousse. On a des outils comme Olivier le disait tout à l'heure, haute pression. Et les drones ne réagissent pas de la même façon. Donc tout ça, en formation, bah, ça permet de voir un peu comment peuvent réagir les drones, quels sont les inconvénients des différents outils qu'on peut mettre dessus. C'est très important. Il ne faut pas les découvrir le jour où on va sur une prestation. Et chaque outil est vraiment… chaque outil est différent et peut être utilisé sur différents types de toitures ou de façades. Enfin, c'est assez passionnant. Donc, on a cette partie technique. Toute cette partie-là aussi évolue, hein, parce que quand on voit maintenant, on peut, avec leurs outils qu'ils mettent sur les drones, on peut activer, désactiver, on peut élargir la pulvérisation, enfin, c'est assez extraordinaire. Et bientôt, on pourra, avec l'intelligence artificielle, je pense, régler au litre près le dosage qu'il faut pour une toiture plus ou moins sale. Et ça, c'est dans un avenir très proche. Après, comme on a vu tout à l'heure, en formation, on n'oublie pas toute la partie théorique, parce que la partie théorique, c'est quand tout va bien, ça va, mais quand ça ne va pas, il vaut mieux être dans les clous. Donc, en formation, la formation, elle est super nécessaire parce qu'on remet une dose sur la théorie. C'est bien beau d'apprendre la théorie, on le sait tous, hein, c'est assez… il y a beaucoup de choses à apprendre. Et la mettre en pratique, c'est encore mieux. Quand on voit les périmètres de sécurité qu'on doit faire en ville sur un drone en S3 captif ou en S3, eh ben,
ça n'engage pas les mêmes contraintes. Imaginez sur un S3 captif où c'est la longueur du tuyau plus 5 mètres par rapport à l'ancrage. Quand on a 25 mètres de tuyau, il faut minimum 30 mètres autour du point d'ancrage. Donc 30 mètres en ville, on peut vite bloquer des avenues, des boulevards, et ça complique. Sur, par exemple, du S3, alors là, on est à le S3 limite en poids, mais les contraintes sont un peu moins importantes, on est à 10 mètres. Mais bon, tout ça, il faut le revoir. Après, en théorie, il y a tout, il y a les produits, hein, comme on a parlé, Olivier, au niveau réglementaire, les produits, on ne met pas n'importe quoi sur n'importe quel support. On voit trop de choses sur Internet où on balance des produits, on ne sait même pas d'où ça vient, on sait même pas, et les supports sont complètement massacrés. Pour avoir parlé avec des charpentiers couvreurs, ils adorent les pilotes de drone. Hein. Quand ils passent après, ils refont les toitures. Donc ça, c'est quand on ne fait pas de formation, c'est presque inconscient. Les produits, ce sont des produits qui sont dangereux à manipuler avec précaution. Il faut, on a des fiches de sécurité à respecter. Il faut les faire respecter quand on a des employés où c'est indispensable. Hein, l'employé peut se retourner après. Il y a quand même, on est sur de l'ammonium quaternaire la plupart du temps. L'ammonium quaternaire, on sait qu'il y a des maladies, si on ne fait pas attention, de cas de leucémie qui peuvent être déclenchés à cause de ces produits-là. Donc, c'est vraiment c'est vital et indispensable de connaître les différentes fiches de sécurité pour pouvoir se protéger les autres, et puis après, savoir sur quel support on travaille et quels produits on peut mettre sur ce support. Donc, c'est vraiment différent entre la tuile, l'ardoise, les façades. Enfin, c'est vraiment... il y a tout un panel de choses, mais il faut que ce soit cadré. Et le cadre, ça passe par une formation avec des gens évidemment compétents, parce que le problème qui se passe avec cette spécialité, c'est que c'est un métier assez... Enfin, c'est une spécialité assez nouvelle. Donc, il a 3-4 ans, 4-5 ans, et c'est vrai que trouver des gens compétents, c'est pas si évident que ça. Et c'est vraiment la base de la formation, c'est de trouver des organismes sérieux et avec surtout des formateurs compétents dans ce domaine-là. Donc voilà. Après, on peut, en guise de conclusion, pour répondre à la question, donc au niveau des avantages, hein, on a parlé, donc déjà c'est un gain de temps. Le fait de faire une formation, on gagne du temps, on ne cherche pas à savoir quel type de produit, ça vous avez tout, ça finit par une économie d'argent, parce que le fait de chercher, d'essayer de trouver des produits, nous, à nos débuts, c'est entre les machines, les produits, on a dépensé pas mal d'argent. On augmente son professionnalisme, hein. On est rapidement efficace, et puis on acquiert une technicité qui nous fait gagner beaucoup de temps sur place pendant la prestation, et puis on est immédiatement opérationnel, évidemment sans oublier l'entraînement, parce que c'est nécessaire, mais sur des petites toitures, sur des toitures de particuliers, on est opérationnel immédiatement. Alors après, en inconvénient, c'est sûr, ça nécessite des formateurs compétents, comme je l'ai dit tout à l'heure, un investissement qui n'est pas négligeable, et puis du temps, parce que ce sont des formations entre 3 et 5 jours pour l'instant. Après, c'est chacun ça dépend des organismes. Donc voilà. Si vous avez des questions, je suis ouvert.
Oui, Francis, je te laisse prendre la main. Tu as le micro coupé. Oui, merci Stéphane de cette présentation. J'ai beaucoup apprécié en fait la dernière partie de ta présentation aussi sur la nécessité de formation, parce que c'est un discours que nous avons soutenu dans notre visite des ministères auprès des personnes concernées, en insistant sur le fait que pour obtenir une formation de qualité, il faut déjà une formation de base et toute une échelle de valeurs. Et nos partenaires ont compris cet argument. Et donc, je te remercie, Stéphane, de l'avoir soulevé ce soir à juste titre, qui te permet de former des gens qualifiés à partir du moment où les gens sont déjà bien formés au départ. Complètement. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. D'autres questions? Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres questions. Moi, j'en ai quelques-unes pour toi, Stéphane. Donc, quels sont les prérequis pour suivre une formation? Alors, les prérequis, donc pour l'instant, moi, je ne vais pas parler de la nouvelle réglementation européenne, parce qu'on n'y est pas encore. Donc, c'est le CATT. Donc, être télépilote professionnel, donc avec une partie théorique et une partie pratique. C'est sûr qu'en arrivant en formation, il est préférable déjà de bien savoir manipuler son drone, parce que les formations ne sont pas là pour apprendre à piloter un petit drone. Hein. C'est vraiment pour augmenter la sécurité tout autour du drone, la technicité, le fait de prendre le moins de risques possible. Et puis après ça se passe bien avec de l'entraînement. Donc oui, il faut savoir piloter un drone. C'est dans des conditions un peu particulières, en ATTI, en cas de problème. C'est un minimum. Ok, merci. Donc, oui, il vaut mieux savoir être déjà formé au télépilotage plutôt que d'arriver en formation sans avoir jamais touché un drone, quoi. Ah oui, complètement. Et puis, oui, même c'est vraiment c'est nécessaire, parce que les élèves après se concentrent trop sur le pilotage en lui-même et pas assez sur le reste, parce que ça nécessite une grosse attention. Quand on a un drone comme ça, je vous dis, hein, ce sont des drones qui sont lourds, hein, jusqu'à 8 kilos, voire plus, hein, avec Benoît. On ne rigole pas avec ça, donc ça nécessite une attention de chaque seconde. L'environnement, le drone en lui-même, et puis avec l'habitude, les bruits. On est concentré sur les bruits des moteurs, sur les bruits des pompes, la pompe qui peut être à côté, et tout ça peut être un signe que ça ne va pas. On met en place plein de checklists aussi pour éviter des problèmes. Donc non, oui, il faut maîtriser, il faut savoir maîtriser un drone. C'est indispensable. Et est-ce qu'il existe plusieurs niveaux de formation, débutants, plus expérimentés? À ma connaissance, mais après Benoît et puis Olivier pourront me contredire, à ma connaissance, non, mais c'est vrai que c'est une excellente idée, parce que un charpentier couvreur, au niveau de la formation sur les produits, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est vrai que dissocier des formations comme ça, ou la raccourcir, et puis éviter de leur faire faire toute la formation sur les produits, sur la réglementation du transport des produits, sur la dangerosité. Bon, je pense que quand même ils sont assez au courant là-dessus, parce que nous on n'a rien à inventer avec le drone. Hein. Nous le drone, c'est notre main, hein. C'est un outil. Donc c'est sûr. Moi, j'en connais pas. Benoît, je ne sais pas si tu en fais, toi, des formations un peu spécialisées en fonction des différents niveaux des personnes. Non, nous, on fait une formation spécifique à la pulvérisation, voilà, du métier pour nettoyage de toiture et de façade, mais pas plus, voilà. Mais ouais, c'est ça. même acrylique, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'adapter. Ça viendra dans un deuxième temps, certainement. Ouais. Et faut-il des aptitudes particulières? Ah, oui, je pense. Je pense. C'est comme dans l'aviation, il y a des bons pilotes et des moins bons. Dans le drone, c'est la même chose, hein. Il faut une dextérité. Je pense qu'il faut aimer ça déjà, parce que dans le drone, enfin, c'est pareil, hein, Benoît et Olivier peuvent me contredire, hein, mais il n'y a jamais une prestation qui se passe normalement. Ça se passe toujours bien, mais ça se passe jamais comme on veut. Il y a toujours un petit truc qui va, soit la pompe, soit le drone, soit la mise à jour qui va pas, soit la bus qui se bouche. Il y a toujours des. Donc il faut être manuel. Donc ça c'est sûr. Informatiquement, avec les nouveaux drones, il faut pas avoir peur de l'informatique pour entrer dans les différents. Enfin, je sais pas, dans les missions planeurs ou les. Donc oui, ça nécessite plusieurs. Oui, ça nécessite. Mais surtout, il faut être assez manuel. Vous pouvez mettre dehors. Et puis l'entretien, ça nécessite aussi de mettre un peu de. Idéalement, que s'y connaître un peu en électronique. Enfin, oui, ça nécessite pas mal de compétences, ouais. Pas mal de compétences. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a les contraintes? Je pense que tu as un petit peu parlé des contraintes, hein, Oui. du coup, hein, c'est voilà, l'entretien aussi. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, au niveau des contraintes de ce métier-là, la plus grosse contrainte, c'est la météo. La météo, les conditions météo et puis surtout la fiabilité de la météo, parce que on est fiable à 24 heures près, hein. On est très fiable au niveau des vents, en général, on est très fiable au niveau des températures, mais au niveau des zones pluvieuses, sont des passages, on ne sait pas trop. Non, la grosse contrainte, nous, pour cette spécialité, c'est vraiment la météo. Et puis après, c'est s'adapter avec ça. Donc, on a des drones qui sont quand même de plus en plus fiables, avec des constructeurs qui ont beaucoup travaillé et ils ont fait énormément évoluer leur machine avec une stabilité qui se rapproche des DJI. Donc, c'est quand même une bonne chose pour nous en France. Et puis voilà, quoi. Il y a quand même pas mal de contraintes. Ouais. Alors, on a Francis qui a levé la main et Eric. Alors, moi, quand tu parles de la météo, Stéphane, Oui. la contrainte météo, c'est l'étanchéité du drone, l'opération sous la pluie du drone, ou c'est le vent, la pluie sur les toitures? Tout à fait. La contrainte météo, c'est au niveau de l'application, les jours où on peut appliquer le produit sur une toiture, pulvériser le produit sur une toiture. Donc, en gros, sur de l'ammonium quaternaire, on est 24 heures à 48 heures après la pulvérisation. Il ne doit pas y avoir de pluie. Sinon, ça lessive. Le produit n'a pas le temps de s'imprégner. Et donc, il y a cette contrainte-là. Donc, évidemment, on ne pulvérise pas parce que les drones ne sont pas étanches. Benoît, si, je crois qu'il en fait un étanche, complètement étanche. Mais bon, c'est évidemment un non-sens de pulvériser sous la pluie. Après, on a le vent. Et le vent, c'est pareil, des vents supérieurs à 19 km/h, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein. Le but du drone, c'est quand même d'être assez précis et puis de pulvériser là où doit être le produit. C'est pas d'en mettre chez le voisin, d'en mettre la moitié chez le voisin, ça sert à rien, ou dans la gouttière. Donc le vent est une contrainte aussi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Francis. Alors, on a une autre question de Eric. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, oui. Oui.
Je me permets de vous poser une question. En fait, je me demande, en termes de concurrence aujourd'hui, entre les interventions en drone sur les travaux de démoussage et les systèmes de perche, quelle est un peu l'évolution du marché ou la répartition? Est-ce que, vu l'investissement en drone aujourd'hui, est-ce que le drone est compétitif et comment les choses peuvent évoluer? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, la perche et le drone, c'est complémentaire. Sur des parties, on utilise beaucoup la perche quand on a des accès un peu plus délicats, où par exemple, il y a de la végétation à partir du printemps, pour éviter que le drone, qu'on soit trop proche de la végétation avec le drone. Donc là, on prend une perche quand c'est accessible, et puis comme ça évite, ça peut éviter des incidents. Après, au niveau, comment dire, au niveau de la concurrence, parce que c'était votre deuxième question aussi, la concurrence, pour l'instant, il n'y en a pas, quoi. Le drone est fait, par exemple, l'image que vous voyez derrière, là, sur une toiture comme ça, vous imaginez le prix que devrait payer, là c'était une mairie, c'était un château d'une mairie, le prix que devrait payer une mairie pour traiter une toiture comme ça avec les échafaudages. C'est inaccessible, donc ils ne le font pas. C'est la même chose sur les églises, ils ne le font pas parce que c'est inaccessible. Et les charpentiers couvreurs et tout ça pensent que le drone est un concurrent direct. Et moi, quand je vais les voir, je leur dis, mais pas du tout. On est au contraire, on travaille ensemble. Parce que moi, sur certaines toitures, déjà avec le drone, avec une première inspection, je peux dire, bah voilà, il y a un problème, il y a une tuile ou une ardoise, il y a une fuite, je fais appel à un couvreur auquel j'en tire confiance. Quand il y a trop de mousse, le drone, il ne remplace pas une main. Donc, il ne va pas gratter. Enfin, pas encore. Donc là, moi, au début, je faisais, maintenant, je ne fais plus. Hein, je laisse faire. Quand il y a trop de mousse, c'est plus notre métier, c'est plus notre spécialité. Il faut quelqu'un doit monter sur la toiture et gratter. Ça, il faut en être conscient. Donc, c'est vraiment la concurrence. On est dans un domaine où pour l'instant, il n'y en a pas. Et il y a tout à développer. C'est un marché qui est monumental. Monumental. Et cela voudrait-il dire que sur des toitures basiques de particuliers, des toitures de 70 ou 80 mètres carrés, pour le coup, oui, la perche serait beaucoup plus compétitive non? Oui, à ce niveau-là, alors pas en termes de rapidité, je pense, mais si tout est accessible sur une petite toiture, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais le drone, une fois qu'on le maîtrise sur une petite toiture, en une demi-heure, la toiture, elle est faite. Hein. Et c'est très rapide. Hein. La perche, je vous dis, nous, on s'en sert quand on est sur des endroits qui sont un peu accidentogènes. D'accord. J'aurais cru l'inverse. D'accord. Non. Après, il y a peut-être d'autres, Benoît, je ne sais pas, il peut aussi, tu peux m'aider, hein, Benoît, si tu veux. Oui, oui, effectivement. Alors, peut-être que l'endroit où le drone ne va pas aller, c'est les endroits où ça va être ombragé par des arbres. Là, on ne va pas y aller. Là, on va y mettre une perche éventuellement. Mais aujourd'hui, avec la stabilité des machines que l'on a, voilà, que c'est une petite maison ou un gros édifice, il n'y a pas de problème. Tout se fait. C'est très rapide. Le drone est très rapide quand on a la bonne méthode. C'est redoutablement efficace. Pourquoi se fatiguer alors que le drone va tout seul et avec une perche? On est d'accord. On est d'accord.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, quel est le... Alors, ta question, Francis, on va peut-être la garder plus pour Benoît, parce que du coup, c'est plus l'intervention de Benoît. Et une dernière question, Stéphane, que je la retrouve. Quelle est la durée, le coût moyen des formations? Alors, les formations, c'est entre 3 et 5 jours. Tu étais là, Benoît, aussi. On est entre 1500 et 3000 euros. C'est à peu près ça, hein, Benoît? Oui, c'est à peu près la fourchette de prix. Oui. Entre 3 et 5 jours, 1500, entre 1500 et 3000 euros. Donc, voilà. Et juste une petite dernière, est-ce qu'on peut travailler seul ou est-ce qu'il faut être impérativement en duo ou, Alors, ça, c'est une très bonne question. On va dire idéalement, c'est travailler évidemment en binôme. Surtout quand on est en ville, c'est presque impératif. On ne peut pas tout gérer. Les gens ne sont pas disciplinés. On a beau faire un périmètre de sécurité, les gens vont rentrer dans notre périmètre de sécurité et nous, quand on est vraiment concentré sur le drone, on ne peut pas. On peut pas. On a une pompe qui peut délivrer entre 15 et 40 bars, enfin, quand on n'est pas en haute pression. Quand il peut y avoir des fuites ou des tuyaux qui percent, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté, hein, parce que ça peut être vite dramatique. Donc oui, en ville, oui. Après, quand on est chez des particuliers, on maîtrise l'environnement. Bon, tout seul, ça se fait. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est travailler en binôme. Idéalement. hop. Oui, Francis. Justement, Stéphane, est-ce que vous trouvez facilement les bénévoles ou la main-d'œuvre pour vous assister en fait au niveau sécurité ou au niveau assistant opérateur ou autre? L'idée de ma question, c'est de savoir si l'activité drone va développer un écosystème permettant des embauches, par exemple. Exactement. Oui, ça va développer des, comme vous dites, des embauches. Parce que le drone va être de plus en plus sollicité sur des bâtiments complexes. Donc en ville. En ville, quand on va avoir accès aux appels d'offres, des bailleurs sociaux, ça va être monstrueux. Mais par contre, on n'est pas, ça se complexifie. Quand on est obligé en pleine ville d'envoyer un drone à 25, 30, voire 50 mètres de haut, comme je vais faire là en début d'année, là ça nécessite une autre organisation et puis des gens qu'on forme et au risque. Et oui, bien sûr, ça embauche. Alors, on embauche. Trouver, oui, c'est assez facile parce que le drone attire. Donc, on sollicite aussi des comment dire, des envies de faire cette formation-là. Oui, on n'a pas trop de soucis. Et comme je disais aussi au tout début, il y a une grosse entraide. Sur les réseaux, il y a à boire et un peu à manger, mais il y a une grosse entraide entre les télépilotes. Et souvent, il y a des petits partenariats qui se créent et les télépilotes travaillent entre eux. Et ça, c'est assez satisfaisant. Donc voilà. Et c'est très important parce qu'en fait, dans le cadre du renouvellement de notre labellisation à la FPDC, on sera amené à motiver le résultat des formations qu'on peut être délivrées par les centres. Et donc, c'est ça qui c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que quand mon France Compétences met la main à la poche, elle va demander en retour une réussite à l'embauche. Et donc, c'est pour ça que c'est des retours d'expérience qui seront très intéressants à mettre en valeur.
D'accord, très bien. Très bien, très bien. Ben, merci Stéphane. En tout cas, je ne sais pas s'il reste des questions ou si on a une question. S'il y en a un là qui a levé la main, Monsieur Ouais. Bourges. Hop, je laisse participer. Attendez, allô, allô? Oui. Oui, ça marche là, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, je sais bien qu'on parle du drone, mais bon, moi je vois beaucoup de charpentiers, de couvreurs qui vont traiter les toitures sans aucune protection, c'est-à-dire qu'ils sont même pas accrochés à une échelle, à la charpente, à un point un point voilà, de fixation. Donc, est-ce que nous, est-ce qu'on en parle de ça au niveau de l'État? Pourquoi il y a des autorisations ou pourquoi il n'y a pas de contrôle sur ces gens-là? Parce que nous, ils nous font mettre des sécurités, des plots un peu partout. Mais eux, ils vont traiter leur toiture. Voilà. Bon, ils sont pas en tongs, mais bon, il n'y a aucune sécurité. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il y a deux sons de cloche. On nous bassine sur la sécurité, ce qui est normal parce qu'il y a le drone et il peut y avoir des accidents. Mais c'est autant la sécurité pour nous que pour les personnes qui sont autour. Mais les charpentiers, parce que en gros, c'est souvent les employés qui montent dessus. Et est-ce que ça, on en parle aussi parce que c'est voilà, c'est une question, je ne sais pas si elle a à voir avec la conversation, mais je voulais en parler. Bah, ça, c'est plus à François. Moi, je veux bien répondre, mais c'est peut-être à Francis, non, de répondre à ça. Non? Non, mais c'est sûr qu'on voit après, le fait de voir ça, je suis entièrement d'accord, mais justement, là, on se fiche un peu de ce que font les autres. Nous, le principal, c'est dans notre spécialité, justement, de pas réitérer ça et de faire les choses dans les règles. On voit trop de... Et c'est pour ça que cette spécialité-là, nous, on a du mal à trouver, par exemple, des RC Pro, parce que, justement, il y a eu beaucoup de soucis et de non-réglementation à ce niveau-là. Donc, petit à petit, ça va se réglementer, et puis c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas si j'ai... Oui, non, d'accord, pas de souci. Donc, en fait, là, si je peux reprendre la parole, effectivement, Stéphane, pour faire suite à ton propos, donc tu m'as donné des idées de réponses. Et c'est vrai que finalement, le drone s'opère dans un cadre très réglementé, donc demande une spécificité technique et réglementaire de haut niveau. Et donc, dans son intégration comme outil complémentaire à une activité diverse, en fait, l'intégration du drone va un peu bouleverser les habitudes puisque les gens sont établis dans leur profession et vont regarder ça comme un petit trouble fait, etc., qui va leur peut-être leur modifier leur pratique. J'ai un exemple dans la restauration collective dans ma famille d'une fille jeune ingénieure qui arrivait avec des idées et qui changeait un petit peu, bousculait tout le monde. Voilà. Mais donc, ça va être la même chose à mon sens. J'attends tout à fait la contradiction de mon propos. Et je pense qu'en fait, comme tu le disais aussi, Stéphane, tout à l'heure, il faut expliquer effectivement à cette profession qu'on arrive pour développer une activité complémentaire, mais pas une activité concurrente. Et n'en déplaise à ceux qui sont établis et qui, lucrativement, pour imaginer mon propos, et qui vont voir une compétition, alors qu'en fait, ça va être un bouleversement qui va faire qu'il faut aller dans le sens du professionnalisme. Voilà. Et le drone est vraiment l'image du professionnalisme. Eh bien, merci en tout cas, Stéphane, pour cette intervention. Avec plaisir. Et du coup, je vais donner la main à Benoît. Oui. Ok. Jacqueline, alors, merci de nous donner la main. Pour les questions, Je te les pose si tu veux. Voilà, comme ça va. Alors, on en avait une qui est arrivée tout à l'heure, mais je trouvais qu'elle était plus pour toi, du coup, que pour Stéphane. Puisque toi, tu vas nous parler du marché.
Oui. Et donc, quel est le profil des clients particuliers? Donc, c'est des particuliers, des mairies, des organismes publics. Ah oui. Alors, des retours que l'on a, parce que nous, on fabrique des machines, mais nos clients, les clients qui vont faire appel à faire de la pulvérisation du nettoyage de bâtiments, ça va être aussi bien du particulier que des collectivités, que de l'industrie, du tertiaire. Donc, allez, on va partir des maisons, des hôtels, des gymnases, des cinémas, des châteaux, des établissements commerciaux, des Leclerc, des Carrefour, bon, voilà. Ou des gros bâtiments industriels, aussi bien dans le milieu de raffineries, des églises. Voilà. Pour répondre à cette question, réellement, pour ma part, et comme Olivier, là, je pense qu'on fait partie je dirais, un peu des vieux de la vieille, quoi, du milieu de la pulvérisation. Moi, j'ai démarré la pulvérisation en 2015, à commercialiser les premières machines en 2015. Au départ, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est qu'au départ, en fait, les gens, ils pulvérisaient des maisons, nettoyaient des maisons, des petits bâtiments. Et au fur et à mesure des performances des machines, les gens sont attaqués à faire des gros bâtiments. Et c'est à partir de là que le marché s'est établi, et que on s'aperçoit que voilà, aujourd'hui, la pulvérisation par drone, ok, le drone est un outil, mais je pense que ça va devenir un métier. Parce que c'est quand même complexe et les gens penseront au drone et ne penseront plus à la nacelle ou autre, parce que voilà, il y a un gain de temps, un gain de sécurité. Voilà, aujourd'hui, ça se professionnalise. Et on va vers vraiment des applications vraiment concrètes. Voilà, on n'est plus dans les balbutiements. Le marché est établi et grâce aux gens qui forment, aux gens qui fabriquent des machines, voilà, c'est un tout qui fait que, et aux clients qui font confiance sur tout ça. D'accord, merci. Alors, quels sont... Oui. Juste pour rebondir, si je peux me permettre, en fait, pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce que dans les démarches aussi ministérielles au niveau des finances, on nous parlait à la recherche de financement, on nous parlait en fait de gros marchés, etc., donc qui étaient un peu hors de portée du profil en fait des opérateurs drones, qui se situent plutôt dans le cadre artisan PME, mais pas dans la grosse entreprise, à part les constructeurs. Voilà. Et donc, ce qu'on s'est entendu dire, c'est qu'en fait, l'État pourrait assurer des financements aux collectivités locales pour demander des prestations et soutenir en fait l'activité drone. Donc, en fait, plutôt que ce soit nous qui soyons demandeurs, avec la difficulté, en fait, on peut éventuellement répandre ce discours auprès des collectivités en disant, mais si vous adressez aux bonnes portes, vous aurez des financements pour faire appel à nos activités. Après, ça demandera peut-être plus de renseignements. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'est un propos qui peut être tenu, à mon sens. Voilà. D'accord. Ok. Si j'ai bien compris, en fait, l'idée, c'est de pouvoir arriver à avoir des financements dans le cadre, par exemple, de la création de nouveaux métiers, si je comprends bien. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, une collectivité qui serait regardante en fait pour faire appel à une opération de drone, on pourrait lui dire qu'elle a les moyens, si elle se renseigne bien, en fait, de trouver des financements spécifiques qui ne tomberaient pas dans notre poche, la poche d'un opérateur drone, mais dans la poche du client. Et donc, ce qui faciliterait le passage, la décision du client à se lancer pour un partenariat avec une entreprise spécialisée dans le drone. Voilà. Ok. D'accord, très bien. Okay. Merci, Francis. Alors, je ne sais plus où j'étais arrivée dans mes questions. Donc, quels sont les différents types de prestations pour être réalisées par un drone de pulvérisation ou de nettoyage? Mais comme je le disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, il y a différents types de prestations. Ça peut être des petites maisons, faire du nettoyage avec des produits.
Ça peut être des gros bâtiments industriels, des bâtiments de collectivité, des cinémas. Voilà, aujourd'hui, je dirais que avec un drone, on peut arriver à nettoyer à peu près tous les types de bâtiments. Bon, évidemment, il y a peut-être que la Tour Eiffel, on va pas s'y attaquer dès demain matin, mais parce que c'est voilà. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des bâtiments de très très grandes envergures qui ont été faits et qui vont être faits, des surfaces, des 40 000 mètres carrés pulvérisés par drone. Ça se fait, je dirais pas couramment, mais pas loin. Voilà, ça va aussi bien de la petite maison de 100 mètres carrés qu'aux 40 000 mètres carrés qui vont être faits en une semaine, quoi. On pourra peut-être faire de la peinture bientôt, non? Alors, peut-être bien, mais pour le moment, il faut quand même, ça va être un peu complexe parce qu'on n'est quand même pas, le recouvrement de la peinture demande quand même avoir une technique assez particulière, mais il y en a plusieurs qui ont réfléchi, quoi. Et donc, pour la question suivante, quelle part de marché dans le domaine du drone? Enfin, la partie nettoyage prend. Alors, là, ça va être assez dur de répondre. Bien évidemment, aujourd'hui, le drone, c'est de la photo, de la vidéo, c'est du relevé, du diagnostic. Alors, ouais, moi, je vais demander un peu ma langue à tout le monde, mais je dirais que c'est aujourd'hui, le nettoyage par drone, ça va représenter 5% du marché, quoi. 5 à 10% du marché français, j'imagine. Pour l'instant, mais qui risque de se développer, Voilà, comme on a je vu pense tout à l'heure. que les 5% on ne doit pas être loin, quoi, mais ouais. Et Ça, c'est tout mon avis. Après, il faut demander aussi les avis. Voilà. Par exemple, à Olivier qui pourrait également dire ce qu'il pense, parce que c'est quand même, j'ai partie des vieux de la vieille, quoi. on t'entend pas. Olivier, plusieurs micros. Oui, c'est vrai que j'ai pas d'idée non plus, moi, sur le montant de ce qu'on représente. Je pense que pour l'instant, on ne représente pas grand-chose, mais comme dit Benoît, on est vraiment au début de l'aventure. Nous, on l'a vu depuis 5 ans, l'évolution a été quand même fulgurante. Et on voit toujours autant de demandes. Il y a de plus en plus de fabricants, d'ailleurs, ce serait bien. Donc, s'il y a de plus en plus de fabricants, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes, hein. C'est logique dans le business. Donc, ça veut dire que c'est bon signe. C'est bon signe pour tout le monde. Ça veut dire que la demande est de plus en plus forte. Enfin, nous, c'est vrai qu'on la voit. Après, je pense que pour l'instant, par rapport à des drones des drones de prise de vue plus traditionnels, ça ne représente pas grand-chose. Mais oui, il y a un vrai business qui va se développer, clairement. Ça m'amène à la question du coup d'Eric qui est dans le chat. Ne risque-t-on pas de voir le même phénomène de bulle spéculative, comme on a pu voir il y a 15 ans dans le photovoltaïque et du coup la maturation du marché? Alors, ouais, je ne sais pas si je réponds ou Olivier pourra reprendre. Alors, la bulle spéculative, franchement, alors peut-être, peut-être pas. Je dirais que quand on se rappelle l'époque du solaire, on parlait de bulle spéculative par rapport au photovoltaïque. Voilà, il y a eu des entreprises qui se sont montées. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a besoin du photovoltaïque. Donc, je pense que le drone, c'est pareil. Tout début, en 2012, on parlait de bulle spéculative du drone. Voilà. Mais aujourd'hui, le drone, on est toujours présent. Il sera présent de plus en plus et on aura toujours besoin du drone. Donc, la spéculation par rapport à du nettoyage, par rapport à avec du drone, non, je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a besoin des nacelles, il y a toujours besoin des camions de nacelles, mais il y aura aussi un autre outil qui est le drone. Voilà. Il y aura toujours des interventions à faire à la main, soit par échafaudage, soit par nacelle, hein. Oui, complètement. Quelles sont les fourchettes de tarifs d'une prestation de nettoyage? Alors, pour ma part, ça va être dur de répondre, mais allez, on va dire que ça va de 4 € à pas de prix. Ça va dépendre de la surface à nettoyer, du lieu de la prestation, du risque encouru, de savoir si c'est en ville, si c'est un milieu, je dirais, risqué. Nous, on a des clients qui font des nettoyages dans des raffineries, des clients qui font du nettoyage dans des aéroports, qui font des nettoyages, voilà. Donc, le prix aujourd'hui ne s'établit pas en fait en fonction du mètre carré. Ça dépend du lieu,
de la concurrence, de la dangerosité, voilà. Voilà. Aujourd'hui, le prix s'établit en fait en fonction de tout ça, quoi. Donc c'est un peu dur de répondre à tout ça, quoi. Donc, si on, ouais, donc si on prend par exemple un pavillon avec un jardin, donc pas de risque, on va dire, dans le domaine public. Un pavillon d'ail, on va dire, je sais pas, 150 mètres carrés par exemple. Alors, allez, on va prendre le pavillon qui est le petit pavillon qui est en plein milieu des bois, où il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de ligne technique, il n'y a pas de voie ferrée, il n'y a pas de nanan, il est au milieu de nulle part. Alors, j'ai peur de me tromper, j'aime pas trop avancer de prix, mais on va dire que ça va partir aux alentours de 10 € le mètre carré, quoi. 10 € le mètre carré, À c'est peu ça? près, voilà. À peu près. D'accord, ok. À peu près. Après, si je me trompe, Olivier peut répondre, Stéphane peut répondre, mais voilà. A priori, c'est un peu les tarifs de Ils sont couloir, pratiqués. si je puis. Voilà, mais ça peut aller jusqu'à. Nous, dans ma région, on a des clients qui ont vendu jusqu'à 15 €, 20 € le mètre carré. Donc, il n'y a pas de règle. Mais ça se calcule au mètre carré et pas Ouais, à l'heure passée. Ouais. Ouais, au mètre carré, c'est des forfaits. Il y en a qui vendent au forfait, il y en a qui vendent au mètre carré, à la prestation. Comme le disait Stéphane, aujourd'hui, quand on fait un nettoyage par drone, quand on fait 100 mètres carrés ou 150 mètres carrés, réellement, le plus dur, en fait, c'est la mise en place, quoi. Ça va très, très vite. La prestation va très, très vite. C'est plus les démarches administratives et les démarches de mise en place qui vont. Voilà. Oui, une fois que le drone est en l'air, voilà, c'est bon, quoi. Ouais. C'est plus rapide. Ok, merci. Quels sont les gains par rapport aux méthodes plus traditionnelles? Alors, on avait peut-être un peu posé le même genre de questions, peut-être déjà avec Olivier ou Stéphane. Ben, ouais. Bah après, pour moi, c'est la sécurité. C'est-à-dire que effectivement, il n'y a personne sur les toitures. On n'a pas besoin de nacelle, on n'a pas besoin d'outils volumineux. Voilà, en termes de rapidité, d'exécution. Voilà, aujourd'hui, le drone se démarque par rapport à ça, en fait, par rapport à ce qui est personne sur les toitures et au risque humain. Même s'il faut toujours le périmètre de sécurité que l'on connaît. Mais voilà, je pense que c'est le b.a.-ba et c'est normal, quoi. Parce que c'est quand même un drone qui vole et il faut quand même de la sécurité autour. Ok, merci. Donc le marché est on l'a vu, hein, il est a priori en expansion, hein, en ce moment. C'est clair. Donc ça, on a déjà vu. Qu'est-ce qu'il me reste comme question? Quel peut être le montant de l'investissement pour débuter dans cette spécialité? Alors, le montant, alors, ça dépend. Alors, il y a le coût des machines, c'est clair. Aujourd'hui, il y a le coût des machines. Après, il y a le matériel. Il faut avoir un véhicule, un fourgon, une camionnette. Il faut acheter des produits. Il faut avoir un minimum de trésorerie pour pouvoir tout faire. Mais aujourd'hui, je pense que les machines de pulvérisation, ça va de je crois de 8 000 ou de 10 000 € à 25 000 ou peut-être plus. Mais je pense que quand même, il faut quand même compter 20 000 € pour démarrer, quoi, pour démarrer une activité, quoi. Voilà, après, c'est ce que je pense, moi. Après, et c'est pour être à l'aise, en fait, pour pouvoir démarrer. 20 000 avec donc du coup, le drone en lui-même, Oui, et les équipements. Voilà. Et tout ce qui est mise en place de sécurité, enfin tout ce qui est lié à Voilà, la sécurité. les pompes, les cannes, les tuyaux, les réservoirs. Avant, moi je me rappelle en 2015, on faisait tout avec des bidons de 20 litres. Maintenant, on s'aperçoit que nos clients ils prennent des réserves d'eau des réservoirs de 300 litres. Il faut les mélanges parce qu'ils attaquent des gros chantiers, quoi. Aujourd'hui, on fait du pavillon, mais aussi des gros bâtiments, des églises et autres. Voilà, donc
je pense voilà, je pense que le minimum, et après, le domaine, le retour sur investissement, c'est toujours pareil, ça dépend du commerce qu'on va mettre derrière et de tout ça, quoi. Ouais, après, c'est le côté manutention aussi des bidons qui peut aussi engendrer qu'on passe sur un type de véhicule un petit peu plus grand ou plus petit. Oui, exactement. Eh ben, écoute, au niveau des questions, on les a tous vues. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à poser? Ou est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je te laisse la parole, Francis. Alors, du coup, je reprends la parole. C'est tellement intéressant ce que vous nous expliquez. Est-ce qu'il y a des approches avec les services de secours incendie pour leur proposer la formation ou l'utilisation d'un drone localement dans les opérations de traitement du feu? Ouais. Nous, pour notre part, on a fait les premiers tests qui ont été concluants cet été-là pour l'extinction des feux. Alors, éteindre un feu avec un drone, pas le problème. Le problème, c'est d'avoir le débit et de protéger le drone par rapport à la chaleur. Donc voilà. Mais ouais, c'est en cours. Ça se fera. Ça se fera très prochainement. Et bon, on est dans les prémices. Il y a des études, je crois, qui sont faites justement pour que les drones puissent supporter la chaleur. Stéphane, tu voulais intervenir? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, parce que moi j'ai fait 15 ans de pompier, donc je connais bien la chose. Et puis je suis nommé là expert, officier expert là, chez les pompiers dans les drones. Faut savoir que le drone, c'est pas, enfin comme dit Benoît là, c'est le rayonnement. À 20 ou 30 mètres, on a des camions qui par exemple, au niveau des rétroviseurs, ça fond. Ça chauffe fort, donc c'est pas évident. C'est pas évident. On a déjà la thermographie qui est déjà un gros des drones comme le X3T ou le 30T là qui sont extraordinaires. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup d'études, mais c'est pas pas sur n'importe quel type de feu, quoi. Oui, bien d'accord. Nous, c'est pour l'extinction de fumerolles sur des fumerolles et en bas de falaise. Exactement. Et ça sera extraordinaire. Parce que là, déjà, il y a moins de rayonnement. Et pour tout parce que ça dure très longtemps et ça demande beaucoup une mobilisation de beaucoup de pompiers quand les feux, les principales sources sont éteintes. Et donc avec la thermographie et plus des drones comme peut faire Benoît, ça évitera de mobiliser beaucoup de pompiers, quoi. Donc ouais, non mais c'est extraordinaire. Cette spécialité-là, c'est un milieu qui évolue sans cesse. Moi, je trouve ça passionnant. Donc merci encore à Benoît pour la construction, service de drone, Olivier. C'est vraiment c'est grâce à eux qu'on peut faire évoluer et puis nous se mettre à jour à chaque fois pour être le plus performant possible et puis surtout être, comme je le disais, être dans la réglementation et pas faire de bêtises parce qu'on nous regarde et comme c'est une activité qui n'est pas connue, il faut qu'on fasse bien les choses. C'est essentiel. C'est essentiel. Si on veut bien développer, il faut des gens compétents et dans les clous. Oui, on retrouvait le même propos sur un webinaire de l'année dernière sur les opérations FPV, les captations d'images en FPV. Et la conclusion de notre intervenant, qui était très qualifié dans le monde du cinéma et du FPV,
était la même. C'est-à-dire que si vous ne savez pas faire, vous demandez à quelqu'un qui sait faire. Parce qu'autrement, on se coupe la branche sur laquelle on est. Si on vend de la médiocrité, on n'arrivera pas à s'installer. Ouais, tout à fait. Ouais. Complètement. Complètement. Alors, est-ce qu'il reste des questions? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? A priori, on n'a plus de questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer. En tout cas, merci à nos intervenants, nos 4 intervenants, Objectif Drone, EF Drone et Drone 37. Merci Francis de l'intervention. Alors, je vois qu'il y a quelque chose. Non, personne ne réagit. Eh bien, merci en tout cas à vous et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, le prochain webinaire, Jacqueline? Les drones de glace. Ah, donc milieu d'année, fin d'année. Non, c'est au mois de février, c'est sur les drones de classe. D'accord. Moi, ça sera passionnant. Ce sera peut-être un peu en avance, mais. Ok. Eh bien, merci à tous et puis bonne soirée. Merci à vous et merci pour les. Merci. Et puis bonne santé et bonne santé à tous. Et bonne année. Merci. Au revoir.